Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Mickaël. Nous voilà à nouveau réunis en cette année 2025. Merci de m'inviter. C'est effectivement la dernière fois que le premier live talk qu'on avait fait, c'était dédié au marché des CDI, Tout à fait. entre autres, on en parle encore, de personnes qui le regardent de temps en temps et qui effectivement, le truc, avec une différence, si tu devais me réinterviewer sur la même situation aujourd'hui, je pense que tous les deux, on ne raconterait pas la même histoire. Donc au passage, on fera un refresh sur le marché, mais les temps ont changé. Le marché a changé aussi. Je pense que chaque année est différente, hein. Je pense que par nos postes qu'on peut faire respectivement sur les sondages, sur les salaires qui ont énormément agité. Mm. Chaque consultant peut s'y retrouver ou pas s'y retrouver dans une grille de salaire. Pareil pour les recrutements. Est-ce qu'on est plus sur une embellie? On est plutôt aujourd'hui sur une stratégie de se dire efficiente. Les juniors et les débutants, hyper compliqués, on l'a évoqué. Une raréfaction, je pense, des projets parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été dans différents clients et la tendance est plutôt de se dire déjà, on va essayer du point du client, hein, de ne pas perdre notre chiffre d'affaires. Limite, on va étaler avec les paiements, hein. J'ai même entendu des clients qui se disent moi, je vais vendre une machine-outil là où je la vendais avec, on va dire, sur 3 mois, je vais proposer un paiement sur 6. Mm. D'ailleurs, ces mêmes entreprises qui sont sur SAP se disent moi, mon centre de compétences, il y a 6 consultants, l'idéal, il faudrait qu'on passe à 3. Mm. Oui, c'est un sujet. Ce paramètre budgétaire devient de plus en plus important. Oui. Euh, Mais dans tout ça, il y a une plateforme. oui, une plateforme. Alors, merci de me tendre cette perche. Effectivement, et tu m'avais proposé de faire un live talk sur la plateforme AXAP Freelance. Pour nous présenter ceux qui ne nous connaissent pas, Alternative Search, au départ, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les postes en CDI. Pour les clients finaux, qui a été monté en 2008 avec mon associé Clarisse Monrouvin. Aujourd'hui, on a dépassé les 800 recrutements pour plus de 80 clients répartis sur la France, Belgique, Suisse. Et puis, depuis 2 ans, on avait des clients finaux qui nous tendaient des perches en nous disant « Bon, c'est difficile de recruter en CDI, est-ce que vous pouvez nous proposer des freelances ?» Alors, on a commencé à le faire avec nos clients historiques. On a ouvert effectivement une activité de placement de freelance, sachant qu'on nous avait déjà à peu près la quasi-totalité en base de données. Et puis, cette activité a fonctionné sur 2024. Et il y a eu un événement sur septembre-octobre où on recevait des candidatures de freelance en nous disant moi, je suis à l'écoute, sauf que mon contrat, il n'a pas été arrêté, mais il a été diminué. Donc, j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours de disponible. Et mon client actuel, il veut me garder. Maintenant, il va falloir que je trouve 1 ou 2 jours en plus pour faire le complément, pour faire le chiffre d'affaires à la fin du mois. Et on en a reçu peut-être entre 15 et 20, comme ça, en l'espace de 2 mois. Et on s'est dit, c'est pas simple, parce que trouver des missions à temps partiel, en plus en fonction des jours, c'est pas gagné pour ça. Comme nous, on n'est pas fan du push CV, d'envoyer à tout va en disant tiens, j'ai un freelance qui est disponible, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et en plus, mobilité, c'est pas 100%, et les jours, c'est peut-être jeudi, vendredi pour ça. Et on s'est dit il y a un truc à faire. Alors l'expérience a commencé par créer un espace sur LinkedIn qui s'appelait effectivement MySap Freelance. On y a publié des CV, on y a publié effectivement les attentes. Et puis on s'est dit, tiens, puis on a fait un peu de push communication dessus, et on s'est aperçu effectivement que ça intéressait du monde. Et là, on s'est dit, là, il y a un truc, pourquoi on n'inventerait pas le Doctolib du freelance SAP disponible? C'était le terme qui venait au départ, c'est-à-dire, vu que nous, on n'a pas de mission pour eux, autant leur faire la promotion, qui soit visible, et que les clients, que ce soit comme toi, des intégrateurs, nos confrères recruteurs, des brokers ou des cabinets de recrutement, voire des clients finaux, les contactent directement. De toute manière, ils savent qu'ils sont dispo à partir de telle date, 2 jours, ils sont mobiles, ils sont à tel endroit. On peut même aller jusqu'à indiquer leur TGM. Et la mayonnaise, elle a pris. Sauf que LinkedIn a tenu ses limites dans l'espace qu'on avait.
Et donc, on s'est lancé sur la création d'une plateforme en propre et on a commencé à publier effectivement ces profils. Avec un système effectivement d'alerte où n'importe qui peut s'inscrire dessus, enfin n'importe qui, des clients potentiels peuvent s'inscrire dessus et reçoivent dès qu'un freelance est disponible. On a découvert des usages et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait un marché de plateformes, Malte, le Hibou, Collective aussi, qui effectivement renseignait effectivement ces profils, mais il fallait avoir un login et un mot de passe pour les voir, payer aussi pour pouvoir travailler avec eux. Et nous, notre parti pris, ça a été de mettre 0 frein pour voir effectivement ce que ça pouvait donner. En contrepartie, on a demandé aux nos freelances de nous faire des feedbacks, savoir comment ça se passait, comment ils étaient contactés, par qui, comment ou autre derrière. Alors, on a eu des recruteurs qui se sont inscrits dessus, qui n'ont peut-être pas compris notre démarche et qui ont mis leur email perso pour recevoir les freelances, alors qu'ils peuvent mettre leur email pro, c'est fait pour. Ils ont des alertes et on invite à les faire. Et ces freelances ont été contactés, ils ont eu des propositions, certains ont trouvé des missions à temps plein ou à temps partiel, par notre intermédiaire aussi, par nos propres clients qui effectivement l'ont utilisé comme base de sourcing, avec une différence, c'est que c'est fait par des recruteurs, c'est-à-dire que nous, on connaît les compétences, on sait les mots-clés qu'il faut mettre, tout est préqualifié derrière, tout est vérifié, les CV sont en ligne, et puis on a rajouté quelque chose de plus, c'est que les références des clients, des freelances, c'est-à-dire l'actuel ou le précédent, sont vérifiées et sont publiées. Et là, on a découvert qu'il y avait un vrai boost qui arrivait sur ces freelances-là. Je vais arrêter pour l'histoire, mais tu sais qu'effectivement, le marché il est difficile aujourd'hui. Pour 2 raisons. Il y a moins de besoins. Et l'adéquation entre les freelances et les besoins, il y a beaucoup de friction. Nous faisons partie de cette friction. Toi aussi, tu en fais partie, pour de problématiques de TGM, problématiques de sélection, de qualification. Et à la fin, alors qu'il y a un marché ouvert et un marché caché, les taux de transformation ne sont pas très élevés. Et nous, notre idée, c'est effectivement de prendre en compte qu'un freelance, c'est aussi un commercial qui doit avoir des outils de promotion et qui doit faire ce travail. Et pas compter uniquement sur les intégrateurs et les cabinets pour décrocher ces missions. Oui, ça, c'était une introduction pour pourquoi Maxap Freelance existe aujourd'hui et dans quel état des lieux on est aujourd'hui. Et surtout de la question, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché? Alors, moi, je ne suis pas freelance, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour savoir si une plateforme peut l'être. Quoique, après, est-ce que des consultants qui seraient en intercontrat pour positionner leurs consultants pour aller sur cette plateforme-là, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est ouverte, tout simplement, à des consultants, on va dire, salariés? Moi, si je prends le cas d'exemple, à KPC, je me retrouve en intercontrat. Ça ne m'est pas arrivé depuis 20 ans. Tant mieux. Je me retrouve dans cette situation-là. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est ouvert ou pas? Est-ce que les freelances s'accepteraient de se dire, mais attends, pourquoi Mickaël Queneau, il se débarque là-dessus, lui, il n'est pas freelance, c'est un salarié, il vient manger notre pain. Bon, l'inverse aussi est vrai. Alors, mais c'est surprenant parce que on a découvert 3-4 usages auxquels on n'avait pas pensé, et à chaque fois on itère pour améliorer la plateforme. Mais il y a 2 mois, un patron de SN m'a dit, mais moi, j'ai 2-3 développeurs ABAP, il n'y a pas beaucoup de besoins actuellement sur le marché, moi j'aimerais bien les publier. Voilà, simplement, et en indiquant qu'ils sont chez moi, et s'il y a des clients que ça peut intéresser, soit en sous-traitance, soit directement avec un client final, il y aurait de la visibilité. Aujourd'hui, on n'a pas cette réponse parce que la plateforme est brandée MySAP Freelance, donc elle n'a pas ce titre SAP disponible, en gros, au sens consultant SAP disponible, au sens large. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a découvert ça, qu'il y avait ce marché des intercontrats. Il y a des plateformes qui existent, il y a des us et coutumes où effectivement ça peut être mis dedans, mais c'est pas révélé. Et puis là où effectivement on a un peu cassé les codes, c'est qu'on a tout mis. La mobilité, la disponibilité, les jours, la fourchette de rémunération effectivement que eux veulent percevoir dans leur poche,
c'est toujours négociable, hein, mais effectivement, au moins, ça donne une idée, leur CV, leur référence. Et puis, il y a un bouton qui est marqué Go to LinkedIn, et les personnes peuvent mettre une demande de mise en relation et discuter avec. Comme tu dis, il y a un plus pour ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est de lever tous les freins possibles à ce stade. Le modèle économique, il est en cours d'élaboration. Il nous faut du volume, il nous faut brasser des personnes, il nous faut écouter 3 clients, que sont nos confrères cabinet de recrutement, toi en tant qu'intégrateur, si tu peux avoir des besoins, et puis les clients finaux, qui effectivement pour certains sont déjà connectés dessus, et quand ils ont besoin, nous contactent. Malgré ça, on a découvert deux nouveautés. C'est les problématiques de référencement. On a posé la question à chaque fois, comment vous facturez en portage salarial ou à votre propre compte, avec une société basée en France ou à l'étranger. Et ensuite, certains nous ont dit, mais moi, on ne m'autorise pas à facturer directement un client final. Je ne peux pas. Les achats IT ne n'autorisent pas le DSI ou le responsable de compétences à le faire. Donc, il faut un intermédiaire. Et parmi ces clients finaux, certains, effectivement, sont déjà référencés avec des plateformes. On peut citer Malte ou autre. Il n'y a pas le choix, il faut passer par ces plateformes. Certains sont référencés avec des plateformes ESN. On peut référencer la plateforme ESN de Capgemini, qui effectivement s'interface dessus. D'autres passent par des brokers référencés, 1, 2 ou 3, et il n'y a pas le choix pour ça. Et puis après, il y a tout le reste où ils peuvent facturer en direct. La particularité, c'est qu'il faut un contrat. Il faut un contrat que parfois le freelance n'a pas à proposer, parfois n'est pas proposé par le client final. Et là, nous, effectivement, en tant qu'intermédiaire, on peut intervenir. La plateforme peut intervenir pour ça. Ensuite, il y a les aspects de sécurité légale, les assurances qu'il faut, assurance RC Pro, assurance cyber qui est demandée de plus en plus aujourd'hui pour ça. Et puis après, on rencontre des problématiques effectivement de paiement, de recouvrement qu'il peut y avoir derrière, d'affacturage ou autre. Donc cette plateforme, elle n'a pas vocation à suppléer effectivement ce que font les autres. C'est juste c'est pas rien, c'est de l'huile dans les rouages, là où effectivement il y a des freins. Et la deuxième chose où on est plus efficace, c'est que vous pouvez chercher des freelances sur Malte ou sur d'autres plateformes. Ce sont des requêtes par mots-clés. Donc si vous tapez le mot-clé SAP, il y aura 3000 résultats. Si vous voulez des compétences sur FICO, il faudra regarder dans tous, alors que chez nous, quand on a tagué FICO, c'est sa spécialité et ce n'est pas autre chose pour ça. Donc on a restreint là-dessus. La deuxième nouveauté qu'on a pu voir, où là effectivement il y a un avantage concurrentiel pour ça, ce sont les business analysts et les consultants fonctionnels français. Un business analyst anglo-saxon, a une composante métier, une expertise des flux meilleure que celle d'un consultant fonctionnel classique français. Autrement dit, il va être en amont des projets et ne fera pas de paramétrage, ou pour certains, très peu. Donc effectivement, on a remis au goût du jour cette notion de business analyst, autrement dit les consultants AMOA, pour ça. Certains font AMOA et MOE, on le sait, ça n'empêche pas. Mais comme cette plateforme est mondiale, il a fallu effectivement splitter en indiquant paramétrage hors paramétrage. Or, aujourd'hui, on le sait, sur le marché français, il y a une attente d'une meilleure connaissance des flux métiers pour ça. Autrement dit, le paramétrage, oui, il est important, mais il est en train d'être sous-traité soit en interne dans l'ESN, soit dans les plateformes nearshore ou offshore. Et des clients sont prêts à payer pour avoir des consultants proches des métiers qui peuvent les conseiller, et le paramétrage, alors que ce que je dis n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans, n'est plus le premier prérequis pour ça. Or, pour ça, il faut être visible, il faut indiquer qu'on peut faire cette notion de business analyst pour ceux qui savent le faire, et puis ceux qui savent paramétrer, il fallait splitter les deux. Donc ça, ce sont des différences qu'il n'y a pas sur d'autres plateformes pour pouvoir se faire repérer. Donc au fur et à mesure, on écoute les clients, on vous écoute, on regarde comment ça fonctionne, et puis on affine derrière, de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment adapté, et que ce soit un recruteur qui soit débutant, confirmé ou senior, on lui facilite la tâche, et qu'il n'y a plus tous ces miss-back où tous les freelances sont contactés et nous disent « Ah, mais ils ne comprennent pas ce que je veux, ils ne comprennent pas ce que je fais, ils ne font pas la différence. » Voilà, quand il y a marqué ABAP dedans, mais oui, je sais débugger, mais je ne sais pas coder. Et ben, cette nuance-là, elle est importante. Nous, quand il y a marqué débugger ou coder, ben, ce sont deux choses qui sont vraiment splittées entre les deux. On a essayé de faire une plateforme 100% dédiée à ça, qu'on améliore au fur et à mesure, et qui donne effectivement des meilleurs résultats en termes de sourcing. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de devenir un Doctolib, mais ça pourrait être bien plus large que ça. Tu devrais être un
Un Amazon, on est dans du retail, hein, on est sur l'humain peut-être, mais on se vend. Alors, je n'ai pas utilisé le terme de péripatéticienne comme tout à l'heure, mais voilà, on a des clients, on a des ESN, des freelances, des stagiaires. Limite demain, là on parle des consultants, mais tu es une entreprise aujourd'hui, je ne sais pas, qui recherche, je ne sais pas, tu as parlé de business analyst. On descend d'un cran, d'un utilisateur avec un bon background sur SAP. Les agences d'intérim, des fois, vont pas forcément se dire « Ah oui, mais SAP, comment je trouve ces profils-là ?» Encore une fois, on est dans un marché concurrentiel, c'est d'avoir une plateforme où on trouve de tout, comme Amazon. C'est-à-dire que, tiens, je cherche un stagiaire, je cherche un consultant confirmé, un débutant, je cherche un stagiaire, je cherche un utilisateur clé, et je descends le niveau de granularité du stagiaire juste à l'expert technico-fonctionnel. Oui, mais au départ, le directeur commun, ça va être les compétences. Est-ce que ces personnes les maîtrisent ou pas? On sait que le CV, le fait de les écrire n'est pas suffisant. Ça n'est pas une preuve en soi. On va avoir deux types de CV, des CV plutôt latins, francophones, qui vont être assez courts. Et nous, Français, entre autres, on a envie de se vendre en entretien et de démontrer qu'on sait faire. Mais il nous faut cette chance de pouvoir le faire. Et des CV plutôt anglo-saxons, qui sont très longs, 2, 4, 5, 6 pages, et qui vont expliciter toutes les expériences. Et le candidat part du principe que s'il est contacté, c'est que le recruteur a vu qu'il y avait les compétences et les expériences qui matchaient avec le besoin. Et il ne va pas trop se vendre, voire même être un petit peu rétif à se dire « Mais attendez, moi, c'est écrit 3 fois dans mon CV, pourquoi vous me reposez la question si je sais faire ?» pour ça. Donc, on a deux approches qui sont différentes et vous pouvez cocher CV en Inde ou CV au Canada ou CV en Angleterre, enfin les pays qui, effectivement, où sont les freelances, et vous verrez des manières d'écrire, des manières qui sont différentes. Maintenant, comme tu dis, Michael, des personnes qui ont du potentiel, oui, il y en a. Aujourd'hui, on l'a réduit au marché des freelances parce qu'effectivement, c'est un marché qui est borné. Effectivement, voilà, pour ça, qui est facile à identifier sur des personnes où le ticket d'entrée, franchement, il faut 3 ans, 3-4 ans. Et ça a bien descendu. Hein. Si on a tous deux les cheveux blancs, et si on revient 10-15 ans auparavant, les freelances, c'était que des super seniors. Il y avait très peu. Et parfois, c'était d'anciens de chez SAP France, ou SAP tout court, qui effectivement, puis progressivement, ça a descendu, jusqu'à l'année dernière, où on voyait les personnes qui, effectivement, à presque même pas 2 ans, tenter leur chance en termes de freelance. Donc là où les freelances, il y avait 0 doute sur leurs compétences et leurs expériences, aujourd'hui, on se retrouve effectivement à des problématiques de qualification. Est-ce qu'ils ont le niveau ou pas? Le split ECC S/4HANA est un vrai sujet aujourd'hui, où quand on prétend effectivement demander 800, 900 euros effectivement en tant que freelance, il est clair que nos clients, et je pense que je peux le confirmer aujourd'hui, s'il y a des projets S/4HANA et qu'ils n'en ont pas fait, ils ne passent pas, ils ne passent plus. Auparavant, on donnait leur chance à des CDI, voire des freelances, de dire on t'emborde dessus, tu vas monter en compétence sur le projet ou autre là-dessus. Ça ne passe plus aujourd'hui. Ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre, il peut y avoir des exceptions, mais dans la majorité, c'est le cas. C'est la même chose pour les abappeurs. Il y a des abappeurs qui, effectivement, ont fait du transactionnel pendant des années sur du SCC. Leur contrat est terminé, ils sont sur le marché, pas de Fiori, pas de S4, pas de CDS, enfin, voilà, pas de BTP. Là, ça commence à piquer un peu pour eux, parce qu'effectivement, ils ne sont pas pris sur les projets pour ça. Donc, il y a aussi une obsolescence programmée des compétences. Et tous ces ciseaux mis ensemble fait qu'on a un marché qui est sclérosé, qui est compliqué. Et nous, on s'est dit, mais autant mettre tout sur la table, et que ces freelances, effectivement, endossent leur casquette de commerciaux parce qu'effectivement, avec une URL, il y a tout, ils peuvent la partager. Il y a un formulaire pour mettre à jour, pour mettre à jour et actualiser. On est aussi là en conseil derrière. Quand on voit des incohérences, des choses comme ça, on dit attends, non, ça passera pas, là, c'est pas cohérent dessus, il faut corriger. Des coquilles dans les CV, on en voit aussi. On utilise, les CV sont tous vectorisés en back-office derrière, dans un MLL, une IA. Quand il y a des choses qui ne sont pas des erreurs qui feraient qu'à la première lecture, ça ne va pas. Enfin, il y a un truc qui ne va pas marcher entre ce qu'il nous dit et la réalité, on donne la version
amélioré par le MLL. Donc, après, c'est à eux de corriger, et ils font ce qu'ils veulent, ils nous renvoient la version qui leur convient bien. Mais comme un freelance va chercher une mission une fois, 2 fois, 3 fois maximum dans l'année, c'est pas son métier. Et donc la plateforme, elle n'est pas là juste effectivement pour faire de la publicité derrière, ce qui est pas mal, parce qu'elle n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Et là aussi, effectivement, back-office pour travailler dessus. Si vous allez sur Hire a Freelancer, sur l'onglet qui est sur la plateforme, il y a un bot. Et ce bot-là, effectivement, il pose la question, donnez-moi votre brief, monsieur le client, et je vais vous trouver le freelance correspondant. Et par exemple, hier, avant-hier, j'ai écrit un besoin d'un client, j'ai besoin d'une équipe projet, finance, supply chain, pour faire 5 rollouts en Europe. Et j'ai écrit, j'ai 5 rollouts SAP S4HANA à faire sur la partie FI et supply chain en Europe. Propose-moi des freelances, une shortlist de freelance. Donc, il a pris en compte la mobilité, l'endroit où ils sont, le niveau de langue, les compétences, et il a proposé 4 freelances qui pouvaient là-dessus, et j'ai indiqué lequel pourrait prendre le lead. Et il m'a sorti quelque chose pour ça. Alors oui, clairement, c'est disruptif. Ça vient rentrer en concurrence presque avec les intégrateurs, parce qu'on crée une équipe projet de personnes qui sont disponibles. Ça ne veut pas dire que ce seront eux qui pourront le faire ou là-dessus, mais il y a des nouveaux usages qui sont en train d'arriver. À la base, quand on fait les projets SAP, puis nous aussi, on a fait, Clarisse et moi, dans notre carrière, c'est la data, le MDM, le master data. Soit il est fiable, soit il est mal foutu, soit il est pourri, et à la fin, ça foire toujours, effectivement, quand il n'est pas carré au départ. Cette plateforme, c'est un MDM au départ. Après, il y aura plein d'usages qui pourront se greffer dessus. Donc oui, des freelances sont en mission, ils se me disent, non, je vais pas dessus. Mais si, allez-y dessus, et mettez que vous serez disponible que dans 6 mois. Mais nous, on va travailler avec votre data, on va vous mettre en avant, et vous allez avoir des nouveaux besoins qui vont arriver. Des ESN vont l'utiliser pour faire du sourcing dessus. Des clients aussi, des recruteurs aussi, mais plus uniquement comme LinkedIn ne fonctionne pas. La visibilité est trop faible. Le open to work, il a ses plus et ses moins, mais on peut pas faire les requêtes que l'on veut. Quand on poste en disant « je suis à l'écoute », ça dure 48 heures. Nous, on le voit. Ceux qui achètent open to work, ça coûte 500 € par mois pour pouvoir accéder pour les recruteurs dessus. La majorité ne l'ont pas. Donc, la diffusion est faible. Vous pouvez avoir, vous, en tant que freelance, effectivement, votre carnet d'adresse de broker habituel ou recruteur habituel, mais ça n'ira pas plus. Là, on essaie de rupter, effectivement, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec un mélange de valorisation des compétences, de visibilité, et que enfin cette rencontre elle puisse se faire. Comme maintenant on parle de plus en plus d'IA, est-ce que, au même titre qu'un agent immobilier, quand tu dois vendre ton bien, il va te dire que tu es dans le marché ou en dehors du marché, ou on va appliquer aussi pour les places de concert. J'ai une forte demande, mon billet va doubler, il va tripler. Est-ce qu'on peut appliquer cette règle-là aux consultants? Oui. Au début, on s'est dit, à tort ou à raison, imaginons qu'il reçoit 20, 30, 40 demandes. C'est possible pour un profil 8 ans, FICO, qui a fait 2-3 projets S4HANA, avec un TJM affiché qui n'est pas stratosphérique. Normalement, il va se faire sursolliciter derrière. On a fait le test, on a posé la question. La question qui va se poser, c'est que plus il y a de sollicitations, plus il y a une confiance en soi pour négocier à la hausse le TJM. Maintenant, il ne faut pas que ce soit le premier critère. Il y a d'autres critères qui devraient être à côté, c'est la durée, l'endroit, ce qu'il y a à faire, et puis ne pas oublier que quand on est freelance, il n'y a pas de formation par l'employeur, il n'y a rien de tout ça au-dessus, donc il faut financer, et que chaque mission, c'est soit un moyen de maintenir ses compétences ou de ne pas les perdre. Après, il faut payer pour pouvoir ou se certifier ou autre qui est derrière. Donc le choix de la mission, avec l'éditeur qui pousse derrière à sortir tous les SCC du marché, et ça va arriver, les années passent vite, ou autre derrière. Il y a des missions qui sont très rémunératrices sur du SCC parce qu'il y a un niveau d'expertise et il n'y a pas de compétences sur le marché, mais faire ça pendant 6 mois, c'est 6 mois de perdu par rapport à ça. Et comme tu dis, oui, effectivement, c'est un bon test match. S'il n'y a pas de retour, ou très peu, il faut se poser des questions. Soit il n'y a pas de marché en face, soit le TGM est trop élevé. Maintenant, quand on s'est aperçu que le TGM est peut-être trop élevé, ce n'est pas un souci. Les recruteurs, ils appellent, ils contactent sur la plateforme et ils disent « tu m'intéresses, mais tu es trop cher ». On peut en discuter derrière. Mais j'ai vu que sur la plateforme, il y avait les compétences et que ça pourrait correspondre à mon client. Voilà, effectivement, ça va me permettre de tester autrement que parce que le recruteur ou les brokers disent « bah oui, tu es trop cher, pas cher ». Bah là, on voit arriver
enfin, les brokers, enfin, les freelances qui sont sur la plateforme voient arriver par leur LinkedIn les demandes. Donc, s'ils ont une bonne mise en relation, c'est bon signe. S'il n'y en a pas, oui, effectivement, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est mal marketé, mal mis en avant, ce qui est possible, hein. Et franchement, ce travail, on le fait depuis peu, de remarketing effectivement des profils sur la partie CV, sur la partie supérieure, c'est standard pour tout le monde. Mais là, effectivement, il y a un vrai travail. Je pense que tu vois, quand tu reçois tous les CV, tu me le disais effectivement avant qu'on commence le talk, mais c'est pas simple, hein, sur le papier d'évaluer des profils CDI ou freelance, hein. C'est pour ça que je regarde jamais le CV. Limite, moi, comme fait certaines entreprises, hein, je te mets un partage de connexion et je te dis, bah, tu sais faire ça? Bah, montre-le-moi. Tu sais, la meilleure fonction, je pense, d'évaluer un consultant, hein, c'est de se dire, bah tiens, je sais pas, là, on est de plus en plus sur le cloud public. Tu as parlé, c'est un très bon point. Le paramétrage, de toute façon, va disparaître, voire même demain, ça va être l'IA qui va le faire. Demain, les consultants seront sur notre capacité, parce que ne peut pas faire forcément encore aujourd'hui l'IA, c'est-à-dire être dans un atelier, comprendre le besoin du client et de restituer, pas de restituer comme pourrait le faire l'IA, juste par croisement de données et compilation de données, c'est de se dire, de façon intelligente, de dire, voilà vos processus et comment je peux l'intégrer dans le système. Le paramétrage va disparaître. Demain, on va être uniquement sur des consultants hybrides qui ne maîtrisent pas forcément la notion de SPRO ou de CBC, mais qui ont une capacité à, se déplacer, d'être hyper mobile, de faire une PME comme de la multinationale et de vraiment faire de l'accompagnement, aller en atelier. Et ça, c'est le profil de demain. Oui. Après, se dire, est-ce que les taux vont changer? Parce que tu l'as dit, 2025, c'est une raréfaction. Est-ce que ça va avoir un impact sur les taux? Est-ce qu'aujourd'hui, un taux en France, un taux de 800 €, c'est le taux moyen? C'est un taux élevé? Est-ce que le supérieur à 1 000 €, c'est un taux élevé? On avait évoqué lors du dernier talk les fameux 100. Est-ce que ces fameux 100 à 100 000 €, les consultants hyper flexibles sont toujours recherchés? Ou aujourd'hui, certains clients peuvent être réfractaires à payer, mais c'est comme tout. Quand on veut une Ferrari, il faut savoir payer après l'assurance et mettre de l'essence dedans. Donc, ça a un coût. Pour la réponse pour les CDI, non. Ces profils à 100, ils existent encore. Certaines sociétés plutôt américano-indiennes sont intéressées par ces profils, qui ont des bases avancées en Europe, et peu importe le pays, attendront effectivement que ces personnes soient hyper mobiles sur l'Europe pour ça. Parce qu'elles ont des projets de déploiement en Europe, et il leur faut des francophones ou des personnes, des locaux pour travailler avec les clients. Il reste encore des besoins. Prenez les grands noms du conseil américain ou indien, et il y a encore ces personnes-là pour ça. Mais comme tu dis, c'est hyper mobile, c'est un niveau d'anglais parfait, c'est 15 ans d'expérience, c'est capable de travailler des plateformes offshore, à Mumbai ou à Chennai, mais ça reste un marché de niche. Ensuite, si on descend d'un cran, les ESN aujourd'hui, elles sont en confort entre 60 et 75 000 € pour des consultants qui ont le potentiel de devenir manager par la suite, mais qui ont 8-15 ans pour ça. Là, je veux dire, elles achètent, elles payent pour ça. Pour les, si je suis encore d'un cran, 5-8 ans, ça passe encore. En dessous de 5 ans, il sera plus compliqué aujourd'hui pour recruter. La course aux enchères, je suis chez le SNA, je vais sur le SNB, je veux 5 plus 5 KE. Si le SNA a chopé un gros contrat, elle n'a pas le choix, elle le fera. Si elle ne l'a pas, elle ne fera pas. Elle renchérira pas là-dessus. Maintenant, si on va sur les TGM, et ça rejoint le sondage qui avait été fait il y a quelques semaines sur la part de notre marge que l'on peut prendre en tant que broker ou cabinet de recrutement, il y a le prix d'achat, effectivement, qui est un sujet, et puis après le prix de vente à un client qui peut être une ESN ou un client final derrière. Là, c'est plus compliqué. On voit des brokers qui jouent la baisse, qui les publient, des TGM d'achat de 450, 500, 550 € qu'on ne voyait pas auparavant et qui les publient. S'ils les mettent, moi, je n'ai pas d'avis sur mes confrères, ils font leur business comme ils peuvent, dans un contexte qui est difficile. C'est que c'est pas rien pour ça. Soit ils ont une problématique de marge,
effectivement, il faut en dégager une dessus, et la question du pourcentage, on va en discuter. Et il se peut qu'effectivement, ils aient aussi comme client une ESN, qui, elle, se retrouve aussi avec une problématique de marge derrière. Donc, avec cet effet de cascade, oui, parfois, on peut arriver du prix d'achat, prix de vente au client final, x2. C'est pas, ça arrive. Lorsque j'ai lancé le sondage sur quel serait, vous, freelance, votre taux acceptable, psychologiquement acceptable derrière, est ressorti 10 à 12% pour ça. Est-ce que ce qui est pratiqué en moyenne? Je ne sais pas. Nous, on connaît le nôtre. On ne connaît pas ceux des anglo-saxons, on ne connaît pas effectivement ceux des franco-anglo-saxons qui existent ou autres derrière. D'autant plus que le monde s'hybride, c'est-à-dire que des ESN deviennent brokers de freelance, vraiment, pour une activité propre, voire qui est splittée. Des cabinets de recrutement, historiquement, deviennent des ESN, vraiment, effectivement, pour ça. Et puis des plateformes, des grosses ESN, comme Capgemini ou autres, ont leur propre plateforme de brokerage, effectivement, de freelance. Donc là-dedans, tout le monde est à la croisée de tout. Il y a une marge à prendre sur le dos des freelances. C'est vrai. Là, le consensus, il serait sur 10-12%. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la capacité, effectivement, à trouver une mission. Et une mission où c'est potentiellement, avec un ou deux recruteurs, entre 120 et 200 000 euros de chiffre d'affaires qui sont apportés aux freelances, sans effort commercial de la part du freelance. C'est pas rien. Est-ce que ça vaut 10%, 15%, 20%? À voir. Dans un marché pénurique, peut-être. Ensuite, c'est la capacité à contractualiser. Comme je disais en amont, parfois, un freelance ne peut pas contractualiser à cause des achats IT directement avec le client. Le deuxième, c'est la facturation, le recouvrement et éventuellement la facturage. Tout ça, ça rentre effectivement dans ce coût. Des plateformes l'ont modélisé, font du volume, et donc ont des coûts qui sont parfois perçus comme chers, mais qui, grâce à leur référencement, font qu'ils accrochent des clients que nous ne pouvons pas adresser. Après, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas, en fonction de la durée, de l'endroit, de la relation avec le freelance, avec l'intermédiaire, de quand est-ce qu'il paye, du taux. Il y a une particularité, c'est que nous indiquons notre marge au freelance, qu'il n'y ait pas de misback ou de mécontent ou autre derrière. Et comme ça, c'est fluide. Mais effectivement, est arrivé chez nous des freelances qui disaient « Ah non, mais moi, je ne peux pas accepter qu'on me gagne 150 euros par jour sur mon dos. J'ai claqué la porte par principe pour ça. » Moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Nous, on est des nouveaux sur ce marché depuis un an. On découvre en même temps le marché. Le marché CDI, on le continue à le faire et on le maîtrise. Mais effectivement, on s'aperçoit que tous les freelances qu'on a pu écouter, ils étaient très nombreux, nous dire voilà ce qui se passe de mon côté. J'ai une absence de visibilité, j'ai du mal à comprendre. Je sais que les intermédiaires, on est des animateurs de marché, on est des commerciaux. Effectivement, on brasse. On envoie, on relance derrière, on contractualise, on négocie, on paye, on avance de l'argent quand c'est demandé. Tout ça, ça a un coût. Il faut l'intégrer effectivement là-dessus. La plateforme est là aussi, c'est le départ. C'est peut-être aussi un moyen, peut-être non pas de baisser les coûts complètement, mais c'est un moyen de fluidifier et d'augmenter les chances, de manière à ce qu'il y ait une meilleure visibilité pour les freelances, d'avoir une idée du nombre de sollicitations pour ça, et qui est déjà un bon indicateur. Et puis surtout, d'ouvrir les possibles. Parce que, Michael, il y a un marché effectivement de français qui est particulier, un écosystème qui n'est pas verrouillé, mais on retrouve tous les mêmes intégrateurs, ton entreprise, et effectivement, et puis d'autres, les différents acteurs. Et puis, il y a un marché qui sont des sociétés étrangères d'Europe du Nord ou d'ailleurs, qui ont besoin de consultants locaux. Souvent, ils passent par les gros brokers, qui effectivement savent les gérer, les petits moins bien, les ESN ne savent pas trop les gérer aussi, et on s'est aperçu que des clients finaux, pas en France, passent par la plateforme, contactent quelqu'un parce qu'il parle français pour ça, ça arrive chez nous, et ça peut contractualiser par la suite. Donc là, nous, on demande, elle est uniquement en anglais, pour justement que ces sociétés ces clients finaux qui ont des déploiements à faire en France, puissent identifier ces freelances qui sont déjà basés en France pour ça. Et ça, c'est un marché qu'on n'avait pas imaginé, qu'on a découvert. Et là, on s'est aperçu que la notion de taux, ce n'est pas le sujet. On sait que, par exemple, quand on veut faire un roll-out au Brésil, avec la consignation fiscale dans les stocks, c'est l'enfer.
Et il n'y a pas le choix, il faut utiliser un consultant brésilien pour pouvoir déployer ces problématiques de fiscalité liées aux conciliations fiscales. Donc, quand on a des clients finaux qui nous disent bah oui, on a relais au Brésil, mais on laisse tomber, on ne le fait pas. On demandera à l'ESN ou au freelance local de le faire pour nous. C'est ça qu'on veut récupérer. C'est ça qu'on veut récupérer. Des sociétés qui vont faire je ne sais pas, moi, il faut déployer la paye française. Il n'y a que les Français qui savent le faire. Il n'y a que nous qui savons le faire, et ils ne sont pas nombreux pour ça. Donc, s'il y a un consultant SIRH Paye, enfin, SAPHR Paye, qui est disponible, lui sera pris. Sauf que son donneur d'ordre, il ne sera pas en France pour ça. Donc, on ouvre aussi des marchés qu'on n'avait pas imaginés au départ. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça va débloquer des possibilités qu'il n'y avait pas à cause de... si on se contente juste, quand on est freelance, d'envoyer son CV à son broker habituel ou à son recruteur habituel ou à son ESN habituel, on se ferme le champ des possibles. On a quelques questions, donc j'ai essayé de les concaténer. Si aujourd'hui, je dois muscler mon jeu, alors je pense que c'est par rapport à Mohamed, si tu avais un top 5 ou un top 3 des profils les plus demandés, où tu sais qu'il y a une grosse demande non pourvue, quel serait top 3 ou top 5? Consultant FI avec une particularité, celui qui est capable d'adresser un DG, un DAF ou un responsable de contrôle de gestion, d'être à côté et de le conseiller sur les processus métiers, dans le cadre d'une implémentation S4HANA ou d'une conversion vers S4 pour ça. D'où le fait que le paramétrage, là, ce n'est pas la priorité, mais sa bouteille, son expérience, souvent ces profils-là viennent du métier, contrôle de gestion ou DAF, ou comptable ou autre, ou ancien super key user à une époque, qui a fait du Bearing Point, qui a fait du UI, qui a fait du Deloitte, et qui est crédible face à un DG ou un DAF, en expliquant on va aller à droite, et ça sera à droite, parce que si on va à gauche, ça sera le mur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'il ait un DECF, qu'il ait un gros background en comptabilité, des études en compta, qu'il ait passé 10-15 ans avec des contrôleurs de gestion, ou qu'il soit lui-même contrôleur de gestion ou en comptabilité. Oui, ceux-là sont difficiles à trouver. Le deuxième, ça va être les CO en contrôle de gestion industrielle. On sait que les entreprises aujourd'hui sont sous pression financière à cause de l'économie, à cause de plein de ruptures qui sont en cours. Elles doivent maîtriser leurs coûts. Déjà, c'est pas que trouver de nouveaux clients, c'est compliqué. Augmenter les chiffres d'affaires, c'est compliqué. Donc, un des premiers moyens, c'est pas d'en perdre pour ça, ou d'augmenter les marges qui sont en interne. Ces profils-là, nous, on a des freelances qui effectivement sont en mission et qui sont effectivement d'anciens contrôleurs de gestion industrielle et qui maîtrisent parfaitement CO, aussi bien sur ECC que sur S4HANA. S4HANA, ce n'est pas le plus important là-dessus, mais ils sont capables de dérouler les flux et d'aller accompagner effectivement des responsables des contrôles de gestion, enfin des directeurs de production ou industriels, en expliquant que le contrôle des coûts, on perd de l'argent, là on en gagne, et si on paramètre SAP de cette manière-là, c'est une chose. Troisième profil, pareil, c'est les BW, BI, BW en ANA, en version industrielle. Pour ça. En fait, tout ce qui va apporter de la valeur à l'entreprise, soit pour gagner des parts de marché, enfin, pour gagner de l'argent, ni plus ni moins, soit pour ne pas en perdre. Là, les clients sont prêts à payer. Le sujet du TGM, ce n'est pas vraiment un sujet pour ça, mais ils ont besoin de ces profils-là. Et les freelances passent bien, parce qu'effectivement, ils ne font que de l'expertise fonctionnelle, ils font que du conseil, enfin, ils font que de l'assistance pour ça. Ils ne drivent pas un projet, ils ne font pas des déploiements, il n'y a pas de TMA, il n'y a rien de tout ça pour ça. Sauf qu'ils n'en ont pas toujours besoin à temps plein. Ils ont besoin parfois sur des profils à chaque fois, mission pompier ou des missions courtes. Ça peut être 40-45 jours sur plusieurs mois. Mais ça ne va pas être sur un projet pendant un an, staffé sur un projet d'un an. Non, parce qu'il y a la disponibilité des métiers qui n'est pas au rendez-vous, qui n'est pas possible. Il y a l'avancée aussi. Parfois, il lance des cahiers des charges et puis il va y avoir un ESN ou un intégrateur ou quelqu'un en Inde qui va faire le paramétrage pour ça. Donc, il va récupérer les livrables plus tard. Et après, effectivement, il va tester, recéter, mettre en production, puis accompagner le métier, effectivement, puis tout contrôler derrière. Donc, il y a cette pièce-là. Mais franchement, la plateforme, elle a aussi pour répondre à un besoin qui était de trouver les 2-3 jours qui manquaient. Et hier, effectivement, je parlais encore avec un consultant où là, on a une mission, effectivement, où il n'y a que 2 jours par semaine
la chefferie de projet. Il manque 3 jours. Ben, ça tombe bien, il y a un freelance qui va signer un contrat pour 3 jours. Il est tranquille jusqu'à fin juillet. Il aura ses 5 jours à cheval sur deux clients différents. Je pense que 2025, ça va être ça. Je pense que dans ton activité aussi de SN, c'est aussi ça. Ça va être un patchwork de missions. On va combler des trous, pas obligatoirement des gros projets. On va apporter de l'expertise. Il va falloir faire avec. Oui, mais alors, tu ouvres une porte qui est déjà ouverte. Le consultant, c'est ce qu'il doit faire au quotidien. C'est pas ton travail de se dire je vais faire que de la TMA, je vais faire que du projet. Tu peux faire 2 jours sur un projet, après tu fais 1 jour pour aider tes copains sur de la TMA. Le lendemain, tu vas faire, voilà, tu as dans le pipe une démo à faire, tu le fais. Et voilà, moi, si je prends cette semaine, j'ai fait une démo chez un client, j'ai donné un coup de main sur expliquer les contrats de vente sur de l'ECC encore, si le client est encore sur de l'ECC, mais avec une ouverture sur du S4, un petit peu encore d'ABAP, hein, parce que même si ça ne fait pas partie des grosses demandes, bah aujourd'hui, des profils, on va dire, locaux qui savent encore faire de l'ABAP, il n'y en a peut-être plus forcément, parce que tout n'est pas forcément offshore. Donc, alors, la question, là, on a fait du FI, du COPA, du BI. Est-ce que les profils logistiques sont demandés ou on considère que c'est, en gros, c'est le tout venant, si on est sur du BTP, c'est pas forcément ce qui est demandé parce que tout le monde sait faire de la supply chain. Il y a aujourd'hui des intercontrats dans les ESN sur des consultants supply chain confirmés et seniors. Il y a de la dispo pour ça, donc il sera mis en priorité. Avant que ça arrive chez les freelances en sous-traitance derrière. C'est clair, pour ça. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres demandes qui effectivement sont pénuriques pour ça? Je vois les questions qui sont posées au passage, notamment sur l'aspect technique d'Avapeur. Là, il y a le feu pour les Avapeur. Ceux qui ont fait que transactionnel pendant 10 ans sur des flux ECC, il faut FISA aller sur du Fiori, BTP et autres nouvelles technologies qui est là-dessus, parce que les demandes sont faibles. Pourquoi? Est-ce que c'est temporaire? On ne sait pas. En tout cas, il faut profiter de ces périodes d'intermission pour aller se former dessus. Il faut payer certification ou passer par d'autres organismes qu'on connaît tous, hein, qui peuvent le faire, le Spro Club ou autres. Oui, il faut les consulter, mais ça ne sera pas suffisant, Michael. Pour un freelance, on voit bien, nous, quand on nous adresse une demande en CDI, allez, à 80% des prérequis, ça passe. Les 20%, on va prendre sur le tas. Un freelance, s'il n'a pas 95% des prérequis à l'instant T, aujourd'hui, les clients finaux ne donnent pas leur chance à quelqu'un pour monter en compétence. À 8, je sais pas, entre 700 et 900 euros par jour, prix d'achat du freelance, pas prix de vente derrière, ils n'y vont pas. Ils auront le choix, ils iront sur des compétences et dessus. Donc, freelance, ça a cet désavantage, c'est l'obsolescence programmée des compétences, quoi qu'il arrive derrière. Et donc, il faut bien choisir, effectivement, il faut bien choisir ça. Peut-être que je le redis, mais pour les consultants techniques, pour les administrateurs qui sont aussi un sujet, administrateurs, il n'y a rien basis aujourd'hui. C'est quelque chose qu'effectivement, on a des postes, nous, en interne, qui sont encore à pourvoir. Et si vous avez des candidatures, vous pouvez. Hein. Mais sur le marché freelancing, il n'y a pas. Il y avait une époque des administrateurs basis plus qui passaient architectes et qui faisaient des DAT pour justement travailler sur des sujets. Mais ceux-là, c'est les anciens architectes à 100 000 euros. Technique, hein, je parle pour ça qui était passé freelance. Ils ont leur propre réseau. C'est toujours les mêmes clients dans l'énergie ou autres qui ont des gros problématiques derrière. C'est un marché de niche pour ça. Mais l'arrivée du cloud, alors elle n'est pas simple pour les architectes, hein, ils nous le disent. Hein, c'est pas simple. Et là arrivent les anciens profils d'architectes d'entreprise, les architectes applicatifs, pour ça où on fait la distinction. Ceux-là, quelques-uns, il y a des besoins. Mais une fois qu'on en a 1, 2 experts en ESN, ça suffit largement. En entreprise, lui donner un temps plein, il doit y avoir 3-4 comptes sur la place de Paris qui peuvent les embaucher. Après, c'est des freelances. Oui, ça, c'est un marché. Mais il s'adresse à quelques experts. Ils sont 15 en France à savoir le faire. Et après, effectivement, pour revenir sur la notion de cloud, oui, il faut prendre le train de Joule. On voit à quoi ça ressemble. On doute bien de ce qu'il va faire.
ça sera un chat GPT version intégrée à SAP, avec des données sécurisées, ça restera à l'intérieur. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait une partie du taf, ça rend service pour ça. Il y aura toujours le debug des vapeurs qu'on voulu coder avec et voir ce qui est dessus, diront c'est pas terrible, c'est pas optimisé ou dessus. Ok, ça s'améliore, c'est le début de l'histoire. Attendons 6 mois, 1 an, 2 ans, et peut-être qu'effectivement ça fera. Mais déjà, pour débugger, ça coûte rien déjà. Alors, je ne sais pas combien coûte les licences, mais ça coûte rien à faire, à poser la question, à prompter dedans. Donc, mais c'est la même chose avec les consultants, et c'est la même chose avec les consultants SAP. Nous, on travaille sur des features qui, effectivement, ne sont pas encore activées dessus. Mais on sait que si on met entre les mains de nos bots, là, effectivement, qui sont en phase de paramétrage, un consultant FICO standard, fonctionnel, on lui met le brief d'un client, il nous génère les questions qui sont adéquates, et en 5 questions, le bot, s'il a le niveau ou pas. On pratique à côté, c'est la V2, je dirais, de la plateforme. Elle va modéliser les compétences, et ceux qui seront bons, attention à ce que je dis, ceux qui sont en adéquation avec un besoin, ça va ressortir. Déjà, ça fonctionne, vous pouvez tester, ne serait-ce que pour identifier. Pour évaluer, c'est en cours de tests chez nous. Mais comme tu me disais, Mickaël, avant qu'on échange, j'ai du mal à identifier des personnes qui ont le niveau que je souhaite, et je passe beaucoup de temps à le faire pour ça. Cette plateforme, aujourd'hui, elle est testée sur les freelances parce que c'est simple. Elle pourrait être testée sur les CDI, mais c'est une autre histoire pour des raisons RGPD, c'est pas du business, c'est quelque chose qui est différent. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui arrivent, on en connaît, on en teste, qui vont être capables de savoir si, par rapport à ce que toi, dans ta tête, tu aimerais, si on le modélise, on peut screener 50 candidats en quelques minutes et identifier les 5 qui, a priori, et argumentés, vont matcher avec ton besoin. Mais ça, c'est l'avenir, mais ça arrive dans les prochains mois. Alors, tu avais évoqué justement, là, j'ai une question plutôt de Florence. Alors, c'est Bonin aussi, mais pas avec un nom. Oui. Alors, elle est dans le background qui a été évoqué, sauf qu'elle n'est pas suffisamment experte en tant que consultant. Donc, c'est vrai que c'est le point qui est important, c'est avoir un background et en même temps avoir fait du conseil sur SAP pendant un certain temps. C'est pas juste j'ai fait 15 ans de contrôle de gestion, j'ai 1 an consultant FI. Est-ce que je peux être considéré dans ce top 3 ? Si on se présente comme AMOA, si on fait de la gestion de projet AMOA, ça pourrait passer dans la présentation. Si on veut être identifié comme dans du pur consulting, non, pour être crédible, sur le papier, je parle, ou en entretien, il faut 5-10 ans. Il est faux. Il faut 3-4 projets à son actif, il faut se planter 2-3 fois sur des projets, savoir où sont les choses trappes derrière, et puis driver un client sur des projets en jeu, c'est pas simple. En face, on a quand même des sociétés utilisatrices qui, en interne côté métier, ont un niveau sur SAP de plus en plus élevé. On a des directeurs généraux qui maîtrisent SAP aujourd'hui sur certains de nos clients. Mais on le sait, ils rétament des ESN en soutenance en un quart d'heure. Il n'y a plus moyen, le bullshit, il n'a plus sa place pour ça. Ça va très vite. À ça, on rajoute des MLL, des IA ou autres là-dessus. Les entretiens vont être beaucoup plus rudes derrière. Et c'est toujours une histoire de ni bien ni mal, c'est qu'avoir s'adapter à ça. Pour ça. Le CV, c'est pas suffisant. L'entretien, c'est pas suffisant pour démontrer. Il y a une pression financière, une pression économique, un stress commun qu'on peut tous avoir aujourd'hui pour des raisons macroéconomiques ou politiques ou autres derrière. Ça se ressent partout. Tout le monde est fébrile pour ça. Et donc, tout le monde flippe. Et comme tout le monde flippe, effectivement, la question du TGM, ça devient secondaire. Est-ce que le freelance ou le consultant que je vais avoir par ton intermédiaire de la boîte ou par une ESN ou en tant que salarié, il va tenir la route. Il va être là-dessus. Les périodes d'essai sont plus dures qu'auparavant. Il y a moins de cadeaux qui se font. Il faut une disponibilité mentale plus forte, physique aussi, en se déplaçant ou autre derrière. Le télétravail, c'est bien, mais ça atteint ses limites.
aussi pour la gestion des projets. Il n'y a plus de cadeaux nulle part pour ça. Alors, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'effectivement, c'est pas, je suis pas le Dr Doom, hein, mais il faut se muscler pour se préparer à l'entretien, il faut muscler son CV, c'est-à-dire bien travailler dessus, s'entraîner, et puis en termes de compétences, il faut percuter pour ça. Donc, je te connais, Michael, je sais qu'effectivement, en 3-4 questions, tu sais s'il y a un consultant qui a 5 ou 15 ans d'expérience, il tient la route ou pas, il sait ou il ne sait pas pour ça. Mais nos clients, aujourd'hui, c'est la même chose pour ça. Donc, cette plateforme, l'objet effectivement là-dessus, c'est de révéler le maximum de choses. Après, que vous ayez ou pas le niveau, bon, ça, c'est une adéquation toujours par rapport à un besoin. Mais franchement, allez voir les profils de vos collègues, enfin, vos confrères, freelance ou autres. Regardez faites des requêtes, recherchez, jouez avec le bot qui est dans la partie ailleurs au freelance pour voir ce qu'il répond et ce que ça donne et la manière dont il répond derrière. Ça sera, si votre profil y ressort, ça sera. C'est ça, par rapport à certains types de questions. Les nouveaux usages sont en train d'arriver. C'est une vraie désintermédiation, effectivement, du consulting, ni plus ni moins, pour ça. Par contre, ça ouvre des champs des possibles qui sont beaucoup plus importants qu'il ne l'est auparavant. Chacun va garder sa place de manière différente pour toi. Mais il va falloir, de toute manière, soit challenger les IA, soit challenger le business. Ou les deux en même temps. Alors, pour répondre effectivement à Christian, oui, c'est aussi Christian qui a posé la question que vous dites que le futur de l'expert métier, donc c'est plutôt l'expertise métier, avant même qu'il soit un expert du paramétrage. Oui, c'est les métiers du conseil de demain. C'est un consultant qui va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Tu l'as dit, hein, que ce soit sur FI, que ce soit sur CO, c'est qu'à la fin, l'entreprise y trouve son compte. C'est pas juste implémente un ERP, c'est moi, je veux gagner de l'argent. Je veux avoir un rendement de 10%. Moi, j'ai eu le cas là la semaine dernière. Il a dit, OK, moi, j'ai un ERP, il fonctionne très bien. Et moi, si je passe sur SAP, c'est pas juste payer des licences. Moi, je veux demain que mon système soit efficient. Donc, je veux que ça réduise mes coûts sur le contrôle de gestion, que la gestion de mes factures fournisseurs, que ça soit de l'argent sur qu'il n'y ait plus de saisie manuelle, que ça soit géré en automatique, que les relances se fassent en automatique. Bref, donnez-moi quelque chose. Et là, oui, le consultant, il doit être là. Alors, c'est un peu différent dans le cloud public parce que limite, on a moins de profils. C'est une petite équipe. C'est un consultant FI et un consultant logistique. Oui. Le deuxième chantier qui est en cours, ce que j'appelle moi, c'est les démêleurs de spécifiques. On va passer sur du cloud enfin, sur les versions S4HANA, peu importe le support qui est derrière, que ce soit on-premise ou private. Il y en a qui ont des dettes technico-fonctionnelles qui sont monumentales pour ça. Donc, ils y vont à reculons pour ça. En gros, il faut des profils finance et supply chain, et là, peut-être plus supply chain, parce qu'effectivement, parfois, il y en a eu qui ont bien codé, même parfois du standard en spécifique, pour ça. Là, il y a un marché qui est important. Ça veut dire minimum débugger en ABAP, pas plus, pour ça, et détricoter tous les flux, un par un, même s'il y a des outils qui permettent, il y a toujours des SAP a un outil qui permet d'aider ou autre, mais à la fin, il faut aller sur le terrain, dans l'entrepôt, voir le cariste, le responsable industriel, logistique, celui qui s'occupe des automates ou autre derrière pour comprendre les flux qui sont entremêlés entre SD, MM, IWM et autres points d'intégration derrière, et qui vont passer des jours, voire des mois à démêler. On a, nous, ça, effectivement, chez un client, il y a trop de spécifiques. Il faut revenir à plus de standards. Mais ça, c'est déjà moins de bugs quand il y a moins de spécifiques. Et puis, c'est super pour les clients parce qu'effectivement, c'est plus simple, c'est plus lisible, ça coûte moins cher derrière. Ça, c'est gagner de l'argent, hein, ni plus ni moins. C'est ce qu'on vend avec le cloud public aujourd'hui, c'est de se dire, de toute façon, alors on pourrait toujours dire à un client, oui, vous pouvez faire du spécifique avec la BTP. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de clients sur la BTP. Qui dit aussi spécifique, dit aussi de la maintenance. Tu as une coquille, c'est un centre de compétences. Si tu dois aller sur le cloud public, l'intérêt, c'est des mises à jour automatiques, une solution standard. Donc, tu n'as pas besoin de consultant. Juste le consultant qui va être là sur les nouvelles fonctionnalités, qui va faire 2-3 jours par an chez ce client-là pour expliquer les nouvelles fonctionnalités. Et voilà. Donc, est-ce que les consultants vont ici se raréfier Je pense que non.
Ça peut d'un certain côté, mais il y a un effet de balancier entre les deux. S'il faut remettre d'équerre 50% du spécifique des clients finaux français, il y a 50, c'est énorme. C'est énorme pour ça. Alors, il y a la version, on efface tout, on recommence et on fait un greenfield à côté et puis on verra comment ça passe derrière. Certains font ces arbitrages-là. N'empêche que nous, nos clients DSI, aujourd'hui, 80%, c'est des migrations à ISO-fonctionnalité. Et pas plus. Hein. On ne touche à rien. Hein. On passe, puis on voit après en général, ça se passe plutôt bien d'ailleurs. On voit après, effectivement, pour démêler la plotte, quoi, et refaire des choses intéressantes derrière. Ouais, mais tu l'as dit, c'est-à-dire que tu as une verrue dans le CC, tu dis, je veux la même verrue dans S4. Le but, quand même, d'une migration, c'est quand même de se débarrasser des verrues. Oui, mais c'est pas toujours possible. Et c'est une question de risque, certain, mais voilà, tu es plus orienté, tu es plus en contact que moi avec ces DSI pour justement la partie projet. Les projets, ils sont là, mais personne n'est confiant sur qui va adresser, comment, avec qui et pourquoi. C'est tendu pour les intérêts. Le rôle d'un bon consultant, c'est de rassurer le client et dans notre capacité à lui dire, pas de souci, on va, tu l'as dit, on l'a aussi pour la pelote de laine, tu la remets à plat. T'expliques les processus. Le gars, s'il est un petit peu intelligent, qui percute assez vite, qui connaît les métiers de la logistique ou de la finance, c'est la même chose côté finance ou logistique. Quand tu connais bien ton métier, tu es capable de reposer à plat le flux et de lui dire le standard, c'est ça. Après, c'est le niveau d'acceptation de l'entreprise et aussi des risques de le dire quel impact ça va avoir sur demain. Est-ce que je vais pouvoir toujours livrer mes clients? Est-ce que je vais toujours pouvoir sortir mes pièces de mes usines? Ça, c'est les questions que se posent les industries. Oui, et si on revient effectivement aux freins qu'il y a par rapport au CDI ou au freelance, cette relation de confiance entre le consultant, peu importe le titre qu'il a, et le client, il faut qu'elle soit initialisée en face à face. Je m'explique. Quand moi j'échange des freelances ou des CDI qui commencent l'entretien par combien il y a de jours de télétravail, ou j'aimerais en full remote ou autre là-dessus, je vais dire peut-être, mais déjà, est-ce qu'on peut voir ça après la période d'essai ou la période de test qui peut y avoir dessus, et peut-être qu'effectivement cette dissociation va pouvoir se faire. Mais il faut pas que ça. Aujourd'hui, il faut être clair, il ne faut pas que ça rentre en premier. Il faut que le consultant soit en face, qu'il apporte sa valeur ajoutée, qu'il ne traite pas des documents qui sont écrits ou autres, et qu'il aille faire expliciter le besoin, qu'il rassure, qui convainc aussi pour certaines choses. Donc, un des freins qu'il y a au freelancing aujourd'hui, c'est d'avoir eu des contrats en régie pendant des années avec du freelance, avec du remote, dans des conditions dans des volumes qui sont importantes, qui, après le Covid, sont partis en province. Évidemment, c'est compliqué maintenant quand on habite en province de venir sur Paris, où là, il y a encore les besoins pour ça. Et le discours que je tiens, il tient aussi bien pour les CDI que pour les freelances. Si effectivement, on est un petit peu juste par rapport à un besoin ou autre, et qu'on est habitué à traiter des tickets, des choses pré-mâchées, où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de confrontation ou autre, on travaille en mode asynchrone, je vais réfléchir, je vais me documenter, ou je vais appeler un pote pour m'aider ou autre là-dessus. C'est plutôt le virage à 180 degrés qu'il faut faire. Ok, j'ai peut-être pas le niveau, je sens pas le truc ou autre là-dessus. Par contre, je vais venir sur place, je vais bosser avec vous, et je vais pas avoir cette friction d'aller-retour où à la fin le client il est pas content en disant je lui ai demandé 3 fois la même chose, 3 fois ça n'arrive pas derrière parce que il est pas sur le site, il passe par Solman, il passe par toutes les freins ou autres là-dessus, et de se dire bon ok, et nous les freelances qu'on leur dit ou autre, je dis la première partie vous allez chez le client. Ok, il y aura 2 jours à terme, mais au départ, tant que tout n'est pas bordé, la relation de confiance n'est pas en place, vous n'avez pas démontré votre savoir-faire ou autre, bon, c'est sur quelques semaines, mais il faut cet engagement pour ça. Je sais que toi, tu es mobile, des consultants dans ton équipe le sont aussi, dans d'autres aussi pour ça, mais le confort du travail à distance devient de plus en plus préjudiciable. Je ne suis pas en train de prôner qu'il faut arrêter le télétravail et le remote, parce que c'est pas pratique dans certaines circonstances ou autres là-dessus, mais au regard de la somme qui est demandée quotidiennement pour un client ou autre là-dessus, il est en droit,
je pense, d'avoir quelqu'un qui soit disponible et qui va faire un atelier, va manger à la cantine avec, va prendre un café, va discuter, va faire ressortir ce qui n'était pas prévu au départ sur une phrase ou autre derrière, et de se dire, ah ça, ok, j'ai fait 200 bornes, j'ai découché effectivement pour aller à Béthune, je suis rentré, mais j'ai réussi à savoir ce qui était vraiment ce qui était bloquant, et la proposition que je vais pouvoir proposer, elle va marcher, et après, ils seront d'accord pour que j'aille moins souvent à Béthune. De toute façon, ça reprend ce qu'on avait dit sur le profil, les profils recherchés. Ce sont des profils mobiles, flexibles, maîtrisant parfaitement les modules. Alors, le premier FICO, et si on était sur la logistique, qui connaissent parfaitement leur métier. Je suis cariste, je connais le métier du cariste, jusqu'au métier, je ne sais pas, d'un responsable magasin. Oui. C'est l'éditeur commun, effectivement, là-dessus. Sur les évolutions qui arrivent, oui, les consultants vont être dopés aux IA, c'est sûr. Même nous, on l'est déjà, ça commence. Dans le sondage que j'avais posé la question, est-ce que vous quittez votre employeur si on vous retire ChatGPT ou Futur Joule au-dessus? Il y a quand même 30% qui m'ont dit, bah oui, je pars. Parce qu'en fait, les 30% l'utilisent déjà au quotidien, soit de manière officielle, soit en loose day à côté, pour ça. Et même dans la question, c'était l'utilisez-vous sans le dire, bah, il y a plus de 30% qui disent oui. Oui, c'est comme dans les années 2000, les consultants qui tapaient tout sur Google pour avoir les réponses. C'est le même principe, faut vivre avec son temps. Exactement. Donc, c'est pas un souci, c'est un vrai sujet côté employeur, parce qu'il y a problématique de données, effectivement, et de où par tes données dessus. Après, quand c'est pour retrouver la bonne requête, le bon code qui est derrière, c'est quand même pratique. Et ça on gagne tous du temps là-dessus. Mais ça rentre dans les usages. Mais c'est aussi un super outil pour apprendre vite et monter en compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, cette notion il n'y a pas de formation à l'IA. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Il faut juste avoir un cas problématique, le mettre dedans et jouer avec, et voir ce que ça donne. Et après, on itère et on continue comme ça pour ça. Donc non, c'est quelque chose qui effectivement, cette plateforme, on invite effectivement les personnes à nous contacter, à s'inscrire, à remplir le formulaire. On prend le relais derrière, on explique. Il y aura une V2 qui sortira dans les prochains mois, qui effectivement sera boostée avec un MLL derrière. J'entends bien l'histoire des intercontrats dans les ESN qui pourraient être visibles. Normalement, on n'a pas la réponse pour ça, mais effectivement, il y a sûrement un enjeu là-dessus. Ça s'adresse aux freelances qui sont prêts à mettre carte sur table, leurs attentes, leur TGM, leur CV original, leurs références aussi. On les protège, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas harcelés par d'autres personnes derrière. Et ce qui est super sympa, c'est qu'une fois qu'on a attesté une prise de référence, elle est écrite sur le site, il n'y a plus besoin de la refaire. C'est certifié. Donc, il n'y a rien de plus pénible pour un responsable de compétences d'être appelé 4 fois par 4 recruteurs différents pour un même freelance ou autre en disant comment il était. À la fin, c'est chiant pour ça. Donc, nous, on leur a proposé, ils m'ont dit, ah oui, moi, je vous la mets une fois pour toutes. Et même, je dis, allez sur ma SAP freelance, voir la référence que j'ai mis, mais foutez-moi la paix pour ça. Ça, c'est des nouveautés qu'on a découvert. Donc, on rend aussi service aux acheteurs pour les prises de référence. Voilà. C'est ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne avec les freelances, qu'on est en train de faire pivoter, qui est gratuit aujourd'hui, donc il faut en profiter. Les recruteurs n'ont pas de crainte, ils peuvent contacter effectivement les freelances dessus, on ne voit rien, on voit juste un clic, mais on ne sait pas qui c'est ou autre derrière. Donc, demandez des mises en relation avec les freelances, contactez-les, proposez des missions. Et puis aux freelances, effectivement, de rentrer dans cette branche. Ils ont un outil de lead, c'est un générateur de lead pour eux, ni plus ni moins. Ils peuvent nous contacter en support s'ils ont des questions. On en a certains qui nous disent, bah voilà, j'ai une mission, est-ce que je suis dans le marché, pas dans le marché, est-ce que je peux négocier plus ou pas? Bon, on leur dit, c'est le même discours que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de certains critères derrière. Moi, je pense que le premier critère, c'est les compétences. Le salaire, c'est important pour ça, mais vraiment être tout le temps dans le premier quartile de la courbe de Gauss, quoi. Et pas louper les wagons qui vont partir les uns après les autres dans les 3 prochaines années sur certains sujets. Et puis, au travers du discours qu'on peut donner, certains disent « Ah bah oui, effectivement, le marché est un peu plus difficile, il va falloir que j'arrondisse certains angles pour pouvoir trouver des missions. » Mais c'est un outil, c'est un POC, un géant, je présente. Non, mais c'est pour ça, moi, ce talk était pour parler de ça et de se dire...
Pour l'instant, c'est MySap Freelance, mais encore une fois, moi, je le vois bien élargir. Si demain, moi, je voulais y aller pour trouver d'autres clients, hein, parce que aussi, non pas que je n'ai pas suffisamment de travail au quotidien, j'en ai, mais d'autres clients pour dire, tiens, j'ai envie de travailler avec Michael et KPC. Oui. C'est dans les... Enfin, on l'a imaginé, il est sur une feuille. Très bien de bêta-testeur, si tu veux. Oui, oui. Mais c'est un peu le marché OTC qui existe dans le marché de capitaux. Un marché de broker, enfin, c'est une désintermédiation qui n'est pas visible pour ça aujourd'hui. Il reste encore des brokers à la voix sur les marchés de capitaux. Ce que l'on fait en tant que recruteur classique, ça s'apparente, effectivement, on met en relation les acheteurs et les vendeurs. Là, ce sont des services. Il y a des marchés électroniques, comme les Malte, comme effectivement d'autres plateformes derrière. LinkedIn en est une, entre autres. Et puis après, il faut des animateurs, il faut trouver un compromis là-dedans. Certains voudront parler à un humain, d'autres à une IA, d'autres directement au freelance. Mais oui, on pense que les animateurs, ce sont des compétences disponibles. Et comme tout s'hybridise, franchement, c'est hallucinant ce que l'on voit. On a des compétences SAP et après, ça se facture par une ESN, par nous, par le freelance directement. Peut-être, je ne peux pas citer, mais un autre support qui va arriver bientôt. Et il y aura un marché qui va se faire. Mais au départ, il faut quand même se vendre. Et vendre, la matière qu'on a aujourd'hui, c'est le CV. On pense que ça peut vraiment être amélioré pour ça. Et puis une évaluation de ses compétences, ça, on va le faire. C'est des hard skills, des soft skills, ça se fait déjà, des outils pour le faire, des hard skills, de manière à ce que quand on fait une requête sur MySap Freelance et qu'il y a un freelance qui ressort, à 80%, il correspond aux besoins. Et que l'entretien, c'est pas un entretien où on va douter, on va chercher à savoir ou autre là-dessus, et on va faire gagner du temps à tout le monde pour ça. Après, on trouve un modèle économique pour que tout le monde soit content, et on a entendu les problématiques de marge qu'il pouvait y avoir de TGM, ou autre pour certains. Mais oui, ça aura un coût, mais aujourd'hui, avec le coût d'usage, ça a quand même baissé, et on pense que ça sera abordable pour tout le monde. Ça ne sera pas un frein, en tout cas. OK. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra dans les liens le lien de la plateforme et on essaiera de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat pour lesquelles on n'a pas pu répondre. Bon, super, Pierre. Merci, Michael. Et puis, Alexandre. Au plaisir de refaire. Et je pense effectivement, au fur et à mesure des évolutions, je pense qu'il y a un sujet. On invite recruteurs, ESN, patrons, enfin boss de ESN, à qui on échange, à phosphorer sur le sujet. L'idée, c'est de faciliter effectivement le placement de ressources derrière. Les entreprises ont des besoins, les freelances aussi, nous aussi en tant qu'animateurs de marché, hein, c'est notre travail que l'on fait. Et puis, c'est en discutant que, comme tu l'as évoqué, des évolutions peuvent arriver. D'accord. Super, merci. Merci Alexandre.